Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la parvovirose. Et bien comme on dit, chose promise, chose due. En effet, je vais commencer une série de vidéos relatives aux pathologies des carnivores afin de répondre aux besoins d'un certain nombre d'éleveurs, particulièrement ceux du club Nos Compagnons Chiens et Chats. Et c'est l'occasion de remercier infiniment Dr Catherine Barré, Dr Hama Hama qui anime cette plateforme, mais aussi des grands éleveurs comme Yasser, Nutella, pour ne citer que cela. Ceci étant, je vous propose le plan suivant. Tout naturellement, comme c'est une pathologie infectieuse, on va commencer par une définition. On fera l'épidémiologie, l'étiologie, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. Et en image, nous avons une image forte d'un chien ayant une gastro-entérite hémorragique qui est assez caractéristique. Donc en définition, je dirais que la parvovirose est une maladie infectieuse, très contagieuse, qui affecte les canidés et due à un parvovirus canin de type 2, appelé CPV2, pour Canine Parvovirus 2. Ce virus est très proche du parvovirus félin, qui est responsable du typhus félin. En effet, il se ressemble à 98% et ne se distingue que par essentiellement deux acides aminés de la capside. Il est possible que le Canine Parvovirus 2 soit un mutant du parvovirus félin. Sur le plan clinique, elle se traduit par une gastro-entérite hémorragique qui est mortelle dans 90% des cas s'il n'y a pas une prise en charge rapide et adaptée. Il faut dire aussi qu'il y a deux formes cliniques de la parvovirose canine, à savoir la forme intestinale qui est la plus fréquente et la forme cardiaque. Il existe plusieurs vaccins, dont certains sont des vaccins monovalents et d'autres sont des vaccins polyvalents, comme l'Hexadoc et le Canigène. Cependant, on observe deux fois la maladie malgré la vaccination, ce qui pose le problème de l'immunogénicité des vaccins, mais aussi et surtout le problème des variants antigéniques utilisés pour la vaccination. Notons aussi qu'il y a un parvovirus canin de type 1 qu'on appelle le virus minute. Je répète bien, le virus minute. Il est responsable d'avortement, mais aussi de mortalité néonatale et de mortalité chez les chiots de moins d'1 an. Et nous avons des images assez illustratives qui montrent des avortements. C'est aussi l'occasion de remercier infiniment mon maître Dr Armand Senou qui se trouve à la clinique Saint-Étienne, immeuble Rose, route de Ouakam, qui tout naturellement m'a accompagné lors de mes premiers pas dans la clinique des animaux de compagnie avec toute l'équipe, à savoir Sophie, Mamadou, à qui je fais un gros coucou et merci pour le service rendu. Parlons à présent de l'épidémiologie. Il faut dire que c'est une maladie qui est très récente. En effet, elle a été découverte pour la première fois en 1978. En 1978 aux États-Unis. Toutefois, en 2 ans, elle tend à être pandémique et à être retrouvée dans beaucoup de pays. Il faut aussi dire qu'il existe deux autres souches de parvovirus canin, à savoir le canine parvovirus 2 de type A et le canine parvovirus 2B. Ils sont identifiés respectivement en 1979 et en 1984. Il faut dire aussi qu'il existe un troisième type qui s'appelle le canine parvovirus 2C qui a été découvert en Espagne, en Italie, mais aussi au Vietnam. Qu'en est-il des facteurs de sensibilité et de réceptivité des animaux? Le premier facteur, c'est l'âge. En effet, les jeunes chiots sont beaucoup plus sensibles à la maladie. Eh bien, sans prise en charge et surtout sans une réhydratation, les sujets meurent en 48 à 72 heures. Il y a aussi la race. En effet, certaines races sont beaucoup plus sensibles comme le Rottweiler, le Doberman, le Pitbull
Notons aussi parmi les facteurs de sensibilité et de réceptivité le stress. En effet, les chiens qui sont attachés, les chiens qui sont laissés derrière la maison, au soleil, sur du béton qui est très chaud, sont des facteurs de stress et qui sont à même de faire beaucoup plus la maladie. Notons enfin la corde. La corde est l'un des principaux facteurs de contamination du chien. En effet, avec une corde, le chien ne peut pas aller au-delà de la corde. Ce qui fait qu'il va faire ses matières fécales, mais aussi quand on le serre, il peut renverser la gamelle avec la corde et les matières fécales se trouvent en contact avec les aliments. Entre-temps, les virus se trouvant dans les matières fécales vont se multiplier et des formes pathogènes peuvent voir le jour. Qu'en est-il de l'étiologie? Il faut dire que les parvovirus sont des virus à ADN monobrin. Ils sont sans enveloppe. Ils ont une structure icosaédrique et le virus est très résistant dans le milieu extérieur. En effet, il peut résister pendant plus d'1 an dans le sol ou dans les matières fécales. Eh bien, le seul désinfectant qui est à même de détruire le parvovirus est l'eau de Javel. Heureusement que l'eau de Javel est à portée de main. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, j'ai pris un exemple du parvovirus avec sa structure assez caractéristique. Parlons à présent de la clinique, car c'est l'élément le plus important. Il faut dire qu'il existe 2 formes cliniques de la parvovirose. Il y a la forme intestinale et la forme cardiaque. Si la forme de la maladie est sévère, en absence d'une réhydratation et d'une prise en charge rapide et correcte, le chien peut mourir en 48 à 72 heures. Par contre, dans la forme la plus commune, il faut dire que la mortalité est relativement faible, de l'ordre de 10%. La contagion se fait par voie orale. En effet, c'est en contact avec les excréments ou en contact avec les sols souillés que les chiens se contaminent. Après son ingestion, le virus va se multiplier dans les organes lymphoïdes de la gorge et puis il va se diffuser dans la circulation sanguine. Autrement dit, il va provoquer une septicémie. À partir de là, le virus s'attaque aux ganglions lymphatiques, aux cryptes intestinales, à la moelle osseuse. Le temps d'incubation varie de 3 à 7 jours. Quelles sont les manifestations cliniques de la parvovirose? Je pense que le premier élément qui attire l'attention des éleveurs le plus souvent, c'est d'abord le refus de jouer. En effet, vous constaterez que le chien qui a l'habitude de vous accueillir, maintenant quand vous arrivez à la maison, c'est comme si vous n'avez pas de chien. Ah oui, vous vous demandez, mais où est Prince? Mais où est Milou? Où est Black? Où est Athéna, pour ne citer que cela? Après cela, vous allez constater le refus de manger. En effet, votre compagnon va arrêter de s'alimenter. Si vous lui avez déposé son plat le soir, vous allez le retrouver demain matin. Et si vous lui avez déposé le plat du matin dans sa gamelle, vous allez constater que vous allez le retrouver le lendemain. Après cela, il y a une léthargie assez importante. C'est comme si il est foudroyé. Il n'a pas de force. Et lorsqu'on prend sa température, la température s'élève, elle est au-delà de 38,5. Elle peut aller jusqu'à 39 et un peu plus. Après cela, vous pouvez constater un vomissement avec une contraction abdominale assez forte. Et malheureusement, dans ce vomitant, vous constaterez qu'il n'y a que de la mousse de couleur blanche à jaunâtre. Ceci montre qu'il a fait déjà quelques jours sans manger, donc ses intestins sont vides, son estomac est vide. Et la caractéristique de ce vomissement, c'est que vous constaterez qu'il contracte toute sa paroi abdominale. Il fait ce qui est un bruit assez caractéristique. Après cela, l'étape suivante, c'est une diarrhée qui peut être soit de couleur brune, soit de couleur noire, soit carrément une couleur
rouge vive. En effet, lorsque l'hémorragie elle est assez proche de l'anus, le sang a tendance à être rouge. Par contre, lorsque l'hémorragie est assez haute au niveau de l'estomac, le temps de faire tout le transit intestinal, vous aurez des crottins qui ont une couleur noirâtre. Après cela, la diarrhée va évoluer. Elle sera tellement rouge que vous aurez l'impression que c'est du sang exclusivement. Et cette diarrhée sanglante, elle a une odeur caractéristique. Elle est tellement fétide qu'à l'œil nu, vous avez l'impression que ce sont des boudins. Ce sont les muqueuses intestinales qui sont complètement décapées. Et pour un bon clinicien, comme si vous êtes un clinicien, vous devrez maîtriser la clinique au bout de vos organes de sens, à savoir les yeux, l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût. Donc, dès lors que vous avez l'habitude d'entendre l'odeur d'une diarrhée d'un chien atteint de parvovirose, eh bien, cela va vous marquer. Eh bien, l'évolution le plus souvent, c'est un choc et le chien peut mourir. Sur cette image, nous avons un chien qui est ici très léthargique. Là, nous avons un chien qui a une diarrhée sanglante ou sanguinolente. Et là, nous avons les muqueuses intestinales entre une muqueuse intestinale normale et une muqueuse intestinale des chiens atteints de parvovirose. Vous voyez, l'essentiel des villosités intestinales sont décapées. Et bien voilà cette image de ce chien qui veut vomir mais qui n'a rien dans l'estomac et qui fait cette contraction particulière de la paroi abdominale qui est assez caractéristique de la parvovirose, où vous entendrez ce bruit assez caractéristique de la parvovirose. Eh bien, lorsque il meurt deux fois, juste avant de mourir, il peut vous laisser une flaque de sang ou carrément il se vide. Et la couleur elle est tellement vive avec l'odeur assez caractéristique et le chien est choqué. Il peut mourir de choc hypovolémique. Qu'en est-il de la forme cardiaque? En effet, dans la forme cardiaque, il faut dire que celle-ci, elle est rare. Elle atteint surtout les chiots infectés dans l'utérus ou peu après la naissance, et ce jusqu'à l'âge d'un mois. Et bien, le virus attaque le muscle cardiaque et le chiot meurt le plus souvent d'un seul coup ou après une courte période avec des difficultés respiratoires dues à un œdème pulmonaire. Au microscope, on va observer que le cœur ou le muscle cardiaque présente des lésions de nécrose dues à la réplication du virus. La maladie peut être accompagnée ou pas des symptômes de la forme intestinale. Pour ce qui est du diagnostic, il faut dire que le diagnostic, il est d'abord clinique. Il est basé sur l'observation d'un certain nombre de signes du propriétaire, mais aussi l'observation d'un certain nombre de signes cliniques du médecin vétérinaire. C'est ainsi que le refus de jouer, le refus de manger, le vomissement jaune mousseux, la léthargie sont des signes d'appel. Pour ce qui est du vétérinaire, il faut dire que l'hyperthermie, la congestion oculaire, la diarrhée noire ou sanglante sont des signes de suspicion. On peut confirmer par des tests de diagnostic rapide, car aujourd'hui, il y a des tests de diagnostic rapide qui permettent de confirmer en moins de 10 minutes la parvovirose. On peut faire aussi la confirmation grâce à l'ELISA ou bien à la technique de polymérisation en chaîne, autrement dit la PCR. Le virus, il est éliminé par les excréments, ce qui fait que le plus souvent, on fait un écouvillon en mettant l'écouvillon dans l'anus du chien et on va mettre dans le réactif qui va virer en une couleur qui montre la positivité du test. C'est aussi l'occasion de remercier infiniment mon ami Gabi Fall de la clinique Bombo à Dakar, avec lequel nous entretenons des très bonnes collaborations pour le bien des clients.
Là, nous avons des tests de parvovirus. Vous en trouverez plusieurs types sur le marché. Rapid Test Kit, Canine Parvovirus Antigen Test que vous trouverez sur le marché. Qu'en est-il du traitement? Il faut dire qu'il n'existe pas de traitement spécifique de la parvovirose. Le traitement, il est uniquement symptomatique afin d'améliorer le confort et le traitement est destiné à prendre en charge les complications, en particulier 1. La déshydratation et 2. Les complications bactériennes. Le taux de survie dépend 1. De la précocité du diagnostic. Moralité, nous invitons les propriétaires d'animaux, dès lors qu'ils constatent ces signes que nous venons de dire, de prendre attache directement avec leur vétérinaire. Le taux de survie dépend aussi de l'âge du chien. En effet, les chiens les plus jeunes sont les plus vulnérables et par conséquent meurent le plus vite. Et le taux de guérison dépend aussi de l'efficacité du traitement. Moralité, il faut un traitement intensif et efficace. Et à la maison des éleveurs, un traitement appelé traitement Poutine est mis au point et il a montré ses preuves. Il faut aussi hospitaliser idéalement le sujet afin d'assurer une réhydratation continue au moins 2 fois par jour, mais aussi et surtout afin de faire face à l'atteinte des intestins parce que vous constaterez que le chien ne mangera pas pendant 3 à 5 jours. Eh bien, c'est cet aspect qui traumatise surtout les propriétaires. Eh bien, lorsque vous assurez une alimentation parentale, cela rassure et cela optimise les chances de succès. Là, c'est au cabinet, il y a une prise en charge, il est en train d'être perfusé et si vous constatez la léthargie du chien, il a un regard hagard, il est absent, il est déconnecté de son environnement et vous vous poserez la question, mais qu'est-ce qui lui arrive? À cela, il faut rajouter des antiémétiques, des antibiotiques à très large spectre, comme la rofloxacine, afin d'éviter les surinfections intestinales. On peut rajouter des vitamines du groupe B afin de relancer l'hématopoïèse, parce qu'il est en train de perdre du sang, il faut reconstituer du sang. Des antalgiques afin de soulager les douleurs de l'intestin. Et l'animal peut se rétablir en 3 à 5 jours. Mais il faut dire que d'une façon générale, il n'y a aucune garantie de survie. Le chien peut commencer à se réalimenter au-delà de 3, 4, 5 jours et à ce moment, il faut lui trouver une alimentation tendre, à savoir des canettes, de la sardine, des œufs, du corned-beef, bref, une alimentation qui ne sera pas difficile à digérer et qui ne va pas traumatiser la muqueuse intestinale. Les croquettes ne sont pas indiquées car elles sont très très dures. Le taux de survie varie de 60 à 80%. Qu'en est-il de la prévention? Car comme on dit, mieux vaut une once de prévention qu'un livre de thérapie. La prévention est le seul moyen d'assurer la protection des chiots et des adultes, car la parvovirose est extrêmement virulente et extrêmement contagieuse. L'hygiène est la clé de la prévention. Donc pour cela, il ne faut pas laisser vos chiens en contact avec les matières fécales, particulièrement lorsque vous faites vos séances de socialisation, lorsque vous les faites sortir, il ne faut pas qu'ils reniflent les matières fécales de chiens qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut pas aussi attacher votre chien avec une corde. Il est préférable de lui faire un box où il va identifier un lieu pour se coucher, un lieu pour manger et un lieu pour faire ses matières fécales. En matière de prévention, en dehors de la prévention sanitaire, il y a la prévention médicale, car en effet, il existe un vaccin et le vaccin peut être utilisé dès l'âge de 4 semaines, autrement dit dès l'âge de 2 mois. Et on peut faire un rappel toutes les 4 semaines jusqu'à l'âge de 14 à 22 semaines. Il faut dire aussi que les femelles gestantes doivent être vaccinées rapidement afin d'assurer une immunité des chiots. Là, nous avons des vaccins monovalents. Il y a les vaccins polyvalents. Les plus connus, c'est l'Hexadoc, mais aussi le Canigène CHPPIL
pour la maladie de Carré, l'hépatite de Ribart, la parvovirose, la pyroplasmose qui a deux valences, donc la pyroplasmose à pyroplasma canicola et la pyroplasmose à pyroplasma ictéro-hémorragique. Et enfin, il y a la valence leptospirose. Donc voilà mesdames et messieurs ce que j'ai bien voulu partager avec vous et je vous remercie infiniment pour votre attention. Je ne terminerai pas sans demander aux membres du club, nos compagnons chiens et chats, de bien vouloir soutenir cet effort de la chaîne Université virtuelle africaine de développement, de s'inscrire, de s'abonner afin de recevoir automatiquement les autres modules et que je ne sois pas obligé de les partager à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Je vous demande aussi de liker et surtout de partager avec tous les propriétaires d'animaux de compagnie, avec tous nos petits frères et tous nos enfants qui sont dans les écoles de médecine vétérinaire. Nous avons la ferme conviction que c'est par la science, c'est par le transfert de la technologie que nous changerons l'Afrique. Donc pour cela, comme le disait Cheikh Anta Diop, armons-nous de science jusqu'aux dents. Sur ce, je vous remercie et bien des choses à tous ceux qui nous suivent. À la prochaine.